Bonjour à tous et bienvenue dans le Triplex, le premier podcast dédié à la location courte durée. Je suis Maxime et je suis ravi de vous retrouver pour un épisode dédié à la maintenance en location courte durée. Et pour parler de ce sujet très spécial, je vous propose d'accueillir Germain de la société Merci Germain, société dédiée à la maintenance en location parisienne. Salut Germain. Salut. Merci de m'accueillir dans le triplex. C'est un plaisir. On t'a déjà accueilli, je crois, l'année dernière pour parler du même sujet. Là, aujourd'hui, on va faire une thématique un peu différente. On va aborder le sujet sous un top 7 des problématiques les plus rencontrées en termes de maintenance en location courte durée. Quels sont les problèmes qu'on rencontre le plus souvent et surtout tes solutions pour nous aider à faire fi de ces problèmes-là. Donc, on sait que tu es un expert de ce truc-là, puisque toi, tu as monté une société qui est dédiée à la maintenance préventive et curative, c'est-à-dire que tu traites en amont les problèmes avant qu'ils arrivent. C'est bien ça? C'est ça. Effectivement, un des maîtres mots, c'est la prévention. Alors, on va pas tout éviter avec la prévention, mais on va bien éviter un bon nombre de problèmes si on arrive à essayer d'anticiper certaines choses, à essayer de les traiter avant que la galère arrive, en fait, à des moments où c'est parfois un peu plus compliqué de le gérer, quoi. Ça marche. Bon, je te propose, avant qu'on passe à notre top 7 de ces problèmes qu'on va traiter, je fais un petit rappel pour nos auditeurs, pour leur rappeler de bien penser à s'abonner au podcast. On voit que le nombre d'écoutes progresse toujours, mais que le nombre d'abonnés ne progresse pas en fonction. Vous êtes beaucoup à nous écouter sans être abonnés, donc si vous appréciez ce que l'on fait, pensez à vous abonner sur Spotify, Apple Podcast, pour avoir les notifications de chaque nouvel épisode. Vous pouvez également vous rendre sur notre site le-triplex.com pour vous abonner à la newsletter. La newsletter, vous allez voir, elle va bientôt évoluer. Chaque semaine, on vous prévient de l'épisode qui sort. Mais l'idée, c'est aussi de vous partager tous les bons plans qu'on arrive à vous avoir, notamment avec les invités comme Germain, qui passent dans les épisodes et qui prévoient des offres spéciales pour les auditeurs du Triplex. D'ailleurs, restez bien à l'écoute jusqu'à la fin, surtout ceux qui sont en région parisienne. Il y a peut-être une surprise qui vous attend. Donc voilà, vous recevrez chaque semaine, quand on arrive à vous avoir un petit quelque chose, vous recevrez par mail toute l'information. Et puis, dernière chose, puisqu'on nous en a parlé quand on a fait le salon de la location saisonnière au mois de mai à Paris, on parle souvent de l'espace privé du triplex. Alors, l'espace privé du triplex, qu'est-ce que c'est? C'est un espace où vous pouvez retrouver du contenu exclusif dédié à la location courte durée, mais on rentre beaucoup plus dans les détails, notamment parce qu'on vous propose des sujets en vidéo. Donc, on va vous présenter des cas très concrets de location courte durée. On va vous partager des astuces, pour ma part, marketing, pour faire progresser votre activité, que vous soyez loueur, mais aussi pour les conciergeries. Bref, vous pouvez retrouver énormément de contenu. C'est un espace privé, donc c'est un espace avec un abonnement. Il est à 9 € par mois. Vous pouvez retrouver déjà plus d'une trentaine de vidéos. C'est sans engagement. Je vous invite vraiment à aller essayer. Et puis si ça vous plaît pas, vous pouvez vous désabonner puisque c'est sans engagement. Voilà. On fait un peu notre pub, mais c'est ce qui permet au Triplex de continuer à avancer, de vous proposer du contenu de qualité, d'avoir des invités toujours plus intéressants les uns que les autres, notamment Germain, qu'on remercie vraiment de nous rejoindre pour cet épisode sur la maintenance. On sait que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup, puisque on essaye d'éviter de parler des problèmes quand on parle de location courte durée, notamment sur YouTube ou dans les différents podcasts. On voudrait voir que la face super sympa de la location courte durée, la rentabilité, les voyageurs cool, le fait d'investir pour son avenir et de se créer un patrimoine. Mais pour qu'on puisse avoir tous ces côtés sympas, il faut éviter d'avoir des problèmes. Et on va pouvoir ensemble, avec Germain, lister les problèmes les plus fréquents qu'on peut voir en location courte durée. Germain, tu nous as préparé un petit top 7. Je te propose de commencer avec ton numéro 1, le problème que tu constates le plus souvent. Oui, tout à fait. Alors effectivement, comme l'a dit Maxime,
on oublie souvent de parler des douleurs quand on gère une conciergerie ou quand on gère des biens. Souvent, le sujet que je reçois le plus, c'est j'entends parler du ménage, tout ce qui est de la partie linge, et effectivement, la partie maintenance arrive assez rapidement finalement derrière, parce que quelqu'un qui va gérer une conciergerie a souvent des petits soucis à gérer, des soucis à gérer au quotidien, et ça revient assez vite. Alors c'est vrai que c'est moins récurrent que le ménage, mais de fait, c'est assez récurrent parce qu'en fait, les problèmes ils reviennent assez vite. L'un des problèmes un peu phare qu'on est amené souvent à traiter, c'est tout ce qui est problème de petites fuites d'eau au niveau des robinetteries, au niveau des siphons, qui en fait, si elles sont traitées assez vite, ça peut aller. Si elles sont traitées en amont, parfois on peut bien éviter que par exemple un siphon se bouche. Après, là où c'est la cata, c'est si on laisse traîner les choses, une petite fuite qui traîne dans le temps, déjà en fait ça se voit, ça abîme et ça peut dégrader et surtout avoir un impact chez les voisins quand c'est dans le cas d'un immeuble. Donc en vrai, c'est un sujet qui est hyper important et il y a plein de petites choses à faire que l'on peut faire de façon assez récurrente pour éviter que ces problèmes ils arrivent ou essayer de les limiter au maximum, quoi. Ouais, tu vois, ça me fait penser quand t'as un problème de fuite d'eau, je vois aussi l'indisponibilité du logement que tu peux avoir derrière, le temps d'intervenir. Tu vois, si t'as une fuite d'eau, t'as un parquet qui a pris l'eau, t'es obligé de changer la pièce, t'as un placo qui est abîmé, t'es obligé de le traiter pour pas avoir des champignons. Là, on part dans le cas extrême, hein, où la petite fuite finalement a commencé à attaquer autour, quoi. Bah oui, carrément. Ouais. Et du coup, l'impact est beaucoup plus important, quoi. Et en plus, ce qui va être un peu compliqué, c'est que si le placo il a attaqué, après, on va être sur des temps de séchage qui sont beaucoup plus longs. Et donc forcément des sujets à récupérer qui vont être beaucoup plus longs, beaucoup plus lourds à traiter et beaucoup plus conséquents, quoi. Et donc clairement, ça a un impact après sur la qualité du logement et sur l'expérience voyageur. Donc plus on arrive à traiter tout ça en amont, mieux on se porte, quoi. Et tu l'as évoqué, tu as aussi les problèmes avec le voisinage, parce que quand tu es en immeuble comme ça, tu as une fuite d'eau. Moi, ça m'était arrivé, tu vois, à titre perso, j'avais une location courte durée au-dessus de mon appart quand je vivais en ville. Ouais. Et un jour, il y a eu une fuite d'eau sur l'arrivée d'eau du lave-vaisselle. Ouais. Tu vois, et après, ça a suivi la chape, et finalement, après, ça a goûté dans ma cuisine à moi. Et tu vois, en tant que voisin, la problématique, c'était, attends, mais qui je consulte pour couper ne serait-ce que l'arrivée d'eau du lave-vaisselle qui pissait, quoi, parce que le voyageur, lui, il n'en avait rien à faire. Clairement, lui était en vacances, hein, il n'avait pas envie de se soucier de ça. Et si tu veux, après, en termes de voisinage, tu vois, directement, ça pose des problèmes. Et ça peut avoir des conséquences après sur les AG, sur les choses comme ça, si c'est pas traité de manière efficace, quoi. Bien sûr. Alors, on n'est pas là que pour faire peur sur les ouais, alors c'est pas juste pour faire peur, juste pour défendre un peu les voyageurs, c'est que parfois ils ont envie de couper l'arrivée d'eau, mais ils savent pas où aller, hein. Ah oui, en plus, ouais. Donc c'est là qu'en fait, en tant que gestionnaire, en amont, faut réfléchir un peu à tout ça et comment je transmets l'information aux voyageurs pour qu'ils sachent où couper l'eau. Et parfois, on a des appartements pour trouver la vanne d'arrivée d'eau. Ouais, puis tu vois, je termine mon propos sur le voisinage, mais imagine c'est la deuxième ou troisième fois que ça arrive. Le voisin, il va arriver, et la première fois, il va peut-être être sympa avec le voyageur parce qu'il va se dire, lui, il y est pour rien et tout. La deuxième, troisième fois, il va rien à faire, et le voyageur, quand il va mettre une notation derrière, va dire, mais je me suis fait agresser par les voisins, c'est quoi le délire, quoi. Ou pire, il y a ceux qui parce qu'on le sait ça aussi, hein, dans certaines copropriétés, il y en a qui coupent l'eau directement à l'arrivée et qui disent, attends, il y a une fuite, moi j'ai pas envie d'aller sonner, les arrivées d'eau sont dans le couloir, elle va couper l'arrivée au général, et votre voyageur, lui, il a même plus d'eau pour sa douche, il a plus rien, parce qu'il y a eu une petite fuite et que, en fait, le voisin savait pas à qui s'adresser. Bien sûr, ouais, complètement. Comme on n'est pas là que pour faire peur et qu'on voulait parler de comment on évite ces problèmes, qu'est-ce que toi tu mets en place justement pour éviter d'arriver à ces extrêmes-là? En fait, ce qu'on met en place, c'est en fait, il faut, alors que ça soit Merci Germain ou quelqu'un qui gère un logement, il faut observer, il faut regarder les choses. Si je passe dans le logement sans me dire, il peut y avoir des problèmes au niveau de la robinetterie, il y aura des problèmes au niveau de la robinetterie. Donc déjà, le maître mot, c'est de faire des checks réguliers du logement
et de savoir en fait ce qu'il faut aller regarder, quelles sont un peu les choses un peu stratégiques qu'il faut regarder pour éviter tous ces problèmes-là. Parfois, le check, il est positif, il n'y a pas de problème ou de souci à se faire. Parfois, c'est au travers de ce check qu'on se rend compte qu'en fait, on va avoir un siphon qui est plein de cheveux. Ouais. Par exemple, on va avoir un groupe de sécurité sur un chauffe-eau qui est complètement entartré et qui, du coup, plein de tartre est hyper fragilisé et risque de péter à n'importe quel moment. Donc voilà, pour moi, c'est le préventif, c'est vraiment du check, c'est savoir quoi regarder pour savoir quoi anticiper sur ces sujets-là. Donc sur les évacuations, on entend toujours parler des écoulements. Qu'est-ce que je dois aller regarder? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux me permettre de faire aussi sans prendre aussi de risque après d'aller déclencher une fuite derrière parce que je vais mal le faire. Donc voilà, donc il faut vraiment inspecter tous ces lieux-là de façon récurrente pour éviter après d'avoir ces tracas-là. Donc sur les évacuations, ça va être les siphons, nettoyer les siphons. Parfois, il faut nettoyer les canalisations. Et il n'y a pas que le desktop pour faire tout ça. Parce que j'ai l'impression que parfois, dans ce secteur-là, on utilise beaucoup le desktop. Et nous, on intervient après derrière. C'est qu'en fait, tout ce qui est acide, desktop et tout, c'est bien. Mais au bout d'un moment, ça bouffe aussi les joints et tout ça, quoi. Donc on peut faire aussi des petites bêtises en faisant ça. Tu recommandes quoi, toi, en traitement chimique, t'as des trucs plus simples, du vinaigre, du bicarbonate ou des produits peut-être moins corrosifs. Quand il est bouché, faut le démonter, faut le vider, faut le nettoyer, quoi. Ah oui, ok. Bah... Déjà, une canalisation qui est bouchée, parfois, il faut passer le furet, faut aller gratter avec un petit furet. Il y a des systèmes de pompe aussi qui existent, qui permettent d'envoyer de l'air, qui sont pas des traitements chimiques. Voilà, c'est ce genre de traitements qui peuvent être bons. Et aussi, parfois, nous, ce qu'on se rend compte en faisant nos checks, c'est que si ces canalisations, si elles se bouchent souvent, c'est qu'elles ont été mal faites à la base. S'il n'y a pas de pente, s'il n'y a pas d'écoulement d'eau, en fait, c'est évident que tout va stagner et que ça va se reboucher toutes les 4 matins. D'accord. Donc là aussi, on est vraiment dans le préventif. C'est si on se rend compte de ce genre de choses, c'est de voir si ça peut être corrigé pour éviter que ça se reproduise trop souvent. Parce que si j'ai une pente inversée, très clairement, je vais passer mon temps à déboucher la canalisation, quoi. Et donc ça sert à rien d'envoyer que du chimique, parce qu'en fait, c'est un problème mécanique. L'eau, ça s'écoule vers le bas et rarement vers le haut. Donc voilà. C'est pour ça que il y a des choses que nous on peut faire, merci Germain. Il y a des choses que le gestionnaire peut faire aussi de façon préventive. Et après, c'est là aussi que moi, c'est ce que je dis aux équipes et c'est ce que je dis aux gestionnaires. Il faut connaître ses limites et être capable aussi d'appeler en amont, en préventif, les professionnels qui vont bien pour essayer de gérer ce genre de problème. Si j'ai une pente inversée qu'il faut la corriger, il vaut mieux appeler le plombier un peu en amont pour qu'il corrige la pente et après passer à autre chose, quoi, sujet traité, quoi. Tout à fait. Et ça me fait penser également, tu vois, les soucis aussi avec les chasses d'eau. Tu vois, quand tu sais que tu as une maison, tu as une arrivée d'eau qui est très chargée, on va dire, en calcaire et choses comme ça aussi, d'anticiper parce que ça va abîmer en fait finalement tout ton matériel. Et donc les chasses d'eau ont tendance à se bloquer, comment on appelle ça, le robinet flotteur, et qui va s'entartrer et qui du coup va faire couler l'eau, et puis finalement même si t'as pas eu de fuite, t'as 4 mètres cubes qui sont passés en 3 jours, tu t'en es pas rendu compte. Bien sûr, ouais, complètement. Donc alors tu parlais d'actions préventives, est-ce que notamment sur certaines zones tu recommandes par exemple des adoucisseurs d'eau, des trucs comme ça? Clairement, ouais, il y a des zones géographiques où on sait que l'eau est vachement plus chargée en calcaire. Alors nous, on intervient beaucoup dans Paris, mais j'ai par exemple les exemples des arrondissements dans le Marais, où là, clairement, nous, on a des propriétaires qui finissent par installer des adoucisseurs à l'entrée de l'arrivée d'eau, parce qu'en fait, on sait que dans ces quartiers-là, ça se charge en calcaire à une vitesse assez incroyable, quoi. Donc voilà, après, c'est un plus gros chantier, mais c'est le prix de la tranquillité après par la suite, quoi. Ouais, parce que derrière, tu as tout qui est mis enfin, le calcaire va attaquer, on parlait de la chasse d'eau, mais s'il y a un cumulus, tu parlais du groupe sécurité. Hein. Groupe sécurité, ouais, même un chauffe-eau, j'imagine que ça l'encrasse si derrière t'as trop de calcaire. Donc, bien sûr, ouais, carrément. Ouais. Pour rester dans la thématique de l'eau, parce que moi je connais le top 7 que tu m'as partagé, j'ai vu que le deuxième avait une transition assez intéressante parce que tu parlais d'humidité dans les logements
et que c'était une vraie problématique aussi. Et là, là, vaut mieux faire du préventif que du curatif sur ce point-là, j'imagine. Complètement. Ouais. Alors pour nous, l'humidité dans les appartements en courte durée, c'est un véritable fléau. Je donne toujours l'exemple du jour du check-out, check-in, où le voyageur prend sa petite douche le matin, le groupe ménage arrive pour faire le ménage le midi, et le nouveau voyageur arrive le soir et prend aussi sa douche. Et là, en fait, on a des logements qui sont pas du tout calibrés pour absorber ce taux d'humidité. Et en fait, nous, on passe notre temps à refaire des peintures au plafond, à avoir des peintures qui cloquent, à avoir des joints de silicone qui moisissent, parce qu'en fait, les taux d'humidité dans les salles de bain sont pas du tout bien gérés. Et en fait, on a une grosse accumulation d'humidité qui détériore énormément les salles d'eau, quoi. Et du coup, tu traites ça comment? Alors, j'imagine que tu regardes les VMC, s'assurer qu'elles tirent assez, mais est-ce que c'est suffisant? Bah déjà, faut s'assurer qu'elle tire ta VMC, ton extracteur. Et très souvent, en fait, on arrive soit sur des extracteurs qui tournent plus du tout. D'accord. Alors pourquoi ils tournent plus? Parce qu'en fait, ils sont à l'arrêt, ils sont HS, ils marchent plus. Et ça arrive souvent. Souvent, ça arrive aussi que les extracteurs, ils sont complètement bouchés de poussière. C'est vrai que dans les villes, on n'y pense pas, mais en fait, un extracteur, si on ne nettoie pas régulièrement, en fait, il s'encrasse. Il s'encrasse, et du coup, si le filtre est bouché de poussière, il absorbe plus du tout l'air. Et donc, très souvent, nous, dans le test numéro 1, c'est de faire le test de l'aspiration que tout le monde connaît, et de voir en fait exactement la petite feuille de papier toilette. Ça marche très bien, mais n'empêche que c'est assez révélateur, et souvent, juste les filtres sont à nettoyer. Et là, on est vraiment dans le préventif. Nous, on passe notre temps en fait à nettoyer des filtres d'extracteurs parce qu'en fait, ils sont pas nettoyés, ils sont bouchés, et du coup, ça aspire plus du tout. Si on peut juste, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'astuce là de la feuille de papier toilette, dire comment ça se réalise pour ceux qui ne sauraient pas. Eh ben, c'est pas compliqué. Vous prenez une petite feuille de papier toilette que vous collez à l'extracteur, et normalement, si l'aspiration est suffisante, le test assez basique, c'est de voir que la feuille, elle est plaquée au niveau de l'extracteur. Elle est pas censée retomber au niveau du sol. Donc feuille plaquée, aspiration ok, donc test que je peux faire assez facilement effectivement. Feuille qui s'envole, aspiration insuffisante et donc risque d'humidité. Et donc effectivement, si ce test-là fonctionne pas après, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'améliorer tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que si je fais pas le nécessaire, c'est normal que j'ai des problèmes de moisissure, c'est normal que j'ai des problèmes de peinture qui cloquent. Et c'est aussi normal que j'ai des odeurs dans la salle de bain, et souvent on parle d'odeurs un peu de moisi, d'odeurs désagréables pour les voyageurs. Et ça arrive très souvent, quoi. Des voyageurs qui se plaignent, en fait, parce qu'il y a des odeurs un peu de problèmes d'écoulement. Et donc oui, souvent on se focalise sur l'écoulement de la douche, mais aussi il faut penser à ces problèmes de ventilation et de ventilation d'air. Donc voilà. Et dans un appartement, dans un immeuble, la VMC, elle est individuelle ou en fait c'est un moteur commun pour tous les logements? Ça dépend de l'année de construction. Dans les vieux immeubles 1930, en général, c'est complètement individuel. Ouais. Dans les immeubles plus récents, souvent c'est des systèmes collectifs. Alors le problème des systèmes collectifs en général, c'est que ça fait pas mal de bruit, et très souvent aussi, on arrive dans des apparts où pour faire moins de bruit, on met du scotch, on met du carton. Et en fait, si vous bouchez juste une des ventilations dans l'appart, vu que c'est un réseau un peu en série sur tout l'appart, ça va peut-être aller aspirer beaucoup plus vite beaucoup plus fort dans une autre pièce, mais il n'y a plus rien dans la pièce qu'on a bouché. Et en fait, là, on dérègle complètement le système de réseau et le système de flux d'air. Et là, c'est la cata, quoi. Donc c'est soit individuel, soit collectif. Oui, ce qu'il faut aussi dire, c'est en général, ces flux d'air, ils sont étudiés, par exemple, pour que ça aille d'une fenêtre vers l'aspiration de la VMC, parce que l'air qui est tiré, il n'arrive pas de nulle part. Sinon, on sera en sous-pression dans les logements. Donc, et en fait, ça va tirer de l'extérieur et pour amener de l'air propre, sauf pour cas très spécifiques, mais là, ce sera peut-être plus des maisons que des appartements pour les VMC double flux qui vont apporter de l'air de l'extérieur et en tirer. Là, c'est des choses un poil plus complexes. Je pense pas qu'on investisse dans des appartements sur ce genre de techno, quoi. Mais alors juste pour donner un petit exemple tout basique, et ça c'est un truc qu'il faut vraiment regarder, c'est que ces systèmes, par exemple, quand ils sont individuels, à l'installation, souvent ils sont connectés à un interrupteur.
Quid, Maxime, qu'est-ce qui se passe si mon extracteur est connecté à un interrupteur? Tu peux pas le laisser constamment allumé. Exactement. Et en fait, soit il est relié à la lumière et il fonctionne que quand les lumières fonctionnent, soit il est relié à un interrupteur et il faut que l'interrupteur soit allumé pour qu'il fonctionne. Et en fait, c'est ça qui pose le problème, c'est que souvent quand le voyageur se barre du logement, il éteint la lumière, il éteint l'extracteur, plus d'aspiration d'air, moisissure qui stagne, odeur qui arrive, merveilleux. Ah ouais. Et en fait, nous, une des solutions qu'on propose dans ces cas-là, c'est carrément d'installer un extracteur permanent qui tourne en permanence, qu'on dissocie du réseau de lumière pour qu'en fait on ait une extraction permanente. Et en fait, aujourd'hui, ils font des systèmes hydro-réglables qui se mettent en boost quand le taux d'humidité monte et tout. Et là, on arrive à avoir des nettement meilleure régulation du flux dans la salle d'eau. Mais voilà, alerte sur les extracteurs temporaires qui fonctionnent que quand il y a quelqu'un. Et en fait, si le voyageur part le matin et que l'autre arrive le soir, pendant toute la journée, il y a rien qui se passe. Et le soir, c'est le bouillon de culture. Et là, on a tout gagné, quoi. Ouais, c'est vrai que maintenant tu m'en parles, ce truc de lumière où quand on rentre dans la pièce, ça se met à faire du bruit. On se dit tiens, mais qu'est-ce que c'est et tout. Ouais, effectivement, ouais, Bon, je comprends pas vraiment l'intérêt, puisque c'est vrai que même toi, en tant que quand tu habites dans ton logement, tu prends ta douche, tu repars, t'éteins la lumière, tu vas pas la laisser allumer un quart d'heure pour que ça évacue. Donc c'est vrai que c'est toujours très 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 bizarre comme réflexion. Mais voilà, mais ça c'est des sujets en vrai qu'il faut essayer de voir dès le début. Je prends un logement et ça, si j'identifie pas ce genre de problème quand je fais mon check en préventif, clairement, c'est des problèmes qui vont nous retomber dessus, sur les gestionnaires et les propriétaires ensuite. Donc, en fait, voilà, maintenant que c'est un secteur qui se professionnalise, mais qui s'industrialise un petit peu et où on a en fait des locations qui sont vachement plus récurrentes dans certains logements, ça, c'est un point vraiment à checker dès le début pour être sûr que derrière, on va pas se retrouver avec une galère, quoi. Ouais, et puis tu vois, ça me fait penser à un truc, c'est que le voyageur, par exemple, il va y avoir un cercle vicieux qui peut se mettre en place, parce que si la salle de bain sent pas vraiment la rose, il va avoir prendre sa douche, il va pas laisser la porte ouverte pour le sentir quand il sera dans la pièce de vie, et donc du coup ça va être encore plus en vase clos, ça va encore moins respirer, donc du coup il y a vraiment, je pense, un cercle vicieux, donc faut vraiment faire attention à tout ça. Ah ouais, complètement. Et bon, on va aller dans l'absurde, mais la personne qui est confrontée à ce problème-là et qui va se dire, en fait, je vais mettre un petit déshumidificateur, tu sais, là, avec que t'achètes chez Action notamment ou partout ailleurs, hein, mais avec des galets, et se dire, ça va faire le taf. Tu lui dis quoi là-dessus? C'est bien. Essaye. Et puis après, tu m'appelles, j'arrive. C'est ça. En fait, c'est galère parce que les galets, tu vas les mettre le lundi, ils vont absorber la flotte, mais qui va vider le bac ensuite, qui va remettre des galets? Ouais, parce que du coup, c'est vraiment un sparadrap. C'est un sparadrap. Pour moi, c'est bien quand il y a, je sais pas, il y a eu un dégât des eaux et qu'il faut essayer d'absorber l'humidité au plus vite pour pouvoir repeindre au plus vite. Mais sur le long terme, on peut pas fonctionner comme ça. Là, on n'est plus du tout dans du pro. Là, on est vraiment dans de la bricole. Enfin, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais parfois on n'a pas d'autre solution que de mettre ça. Mais en vrai, c'est pas viable sur le long terme. On peut pas réguler un taux d'humidité dans une salle d'eau avec des galets, quoi. Ok. Non, mais très, très, très intéressant. Moi, je te propose qu'on passe au numéro 3. Ouais, super. Là, je pense que c'est une petite spécificité parisienne. Mais bon, je pense que ça arrive ailleurs aussi. Alors, la spécificité parisienne. Effectivement. Alors, pourquoi parisienne? Alors, on va dire le 3, c'est ce qu'on avait défini, c'était les problèmes de serrure. Non, je pense ça parce que serrure, il y en a partout, non? Moi qui suis en province, par exemple, nous on a des poignées, tu vois. On s'enferme rarement dehors, tu vois. Tu vois, je sais pas quel est le délire. Moi qui ai vécu un petit peu en région parisienne, j'ai jamais compris pourquoi ce délire de pas de poignée à l'extérieur. C'est pour ça quand je te dis petite spécificité parisienne, je dis un mec de province qui monte à Paris, qui va pas d'habitude, il va être enfermé dehors en se disant bon, pourquoi, tu vois. Bon, après dans le cas de la maintenance, ça n'a rien à voir puisque là on est non, là on est plus sur les voyageurs effectivement qui claquent ta porte et qui sort un peu trop vite de son, et effectivement qui a peut-être pas l'habitude d'avoir pas de poignée à l'extérieur de sa porte, quoi. Ça, c'est quand même un délire.
J'ai toujours pas compris l'intérêt, mais l'intérêt, il est de pouvoir claquer sa porte sans nécessairement la fermer à clé, mais du coup de se retrouver dehors sans clé si je l'ai laissé à l'intérieur. Donc, je pense que c'est le lobby des serruriers qui a inventé ça et s'est dit tiens, il y a un moyen de se faire du ménage derrière. avec juste une petite feuille de radio. Bon, ça c'est un peu l'aléa voyageur qui oublie sa clé à l'intérieur. Ça, en vrai, je pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut en termes de prévention, mais là c'est plus la sensibilisation de la conciergerie en informant un peu le voyageur de faire gaffe à ça et de bien toujours garder les clés et de pas les laisser à l'intérieur. Effectivement, c'est un sujet qui revient souvent et souvent nous on doit intervenir sur des portes claquées ou qu'il faut essayer d'aller ouvrir. Alors il y a plein de techniques que tout le monde connaît, la radio et compagnie. Après, vous, quand c'est dans le cadre de la maintenance ou d'une conciergerie, t'as certainement un double aussi pour intervenir plus vite, hein, j'imagine. Ouais, mais en vrai, si le voyageur il a laissé la clé sur la porte à l'intérieur, ça marche pas tous les coups le double. Hein. Ah mais c'est vraiment vraiment bien, les portes parisiennes, j'adore le concept. Donc si tu te retrouves avec une porte claquée, et ça on a eu le cas la semaine dernière, porte claquée avec la clé laissée à l'intérieur, et ben le double de clé il fonctionne pas, il est bloqué en fait. Donc du coup tu peux pas t'en sortir dans ces cas-là. C'est vraiment le top du top of porte, j'adore ça. On est plutôt dans le domaine de l'accident quoi. En vrai. Et après, pour les serrures, en termes de maintenance, toi, quand tu m'as évoqué le point, c'était quoi que tu voyais? C'était de la casse par une gâche qui pète ou un truc comme ça? Ouais, la gâche qui pète, la serrure qui manque un peu d'huilage. Parfois, c'est vrai que c'est bien de mettre une petite goutte d'huile dans la serrure pour essayer de redonner un peu de fluidité. Parfois, on a des serrures un peu vieillissantes, donc il faut... Parfois, en fait, il faut essayer de faire un peu d'entretien sur tout ça pour essayer de fluidifier un peu l'accès. Parfois, en fait, c'est pas tant la serrure qui déconne, mais ça va être aussi l'état de la porte. Là, on a eu le cas avec un voyageur, gros coup de chaleur, la porte qui se dilate et la porte qui s'ouvre plus parce qu'en fait, le bois, il frotte complètement, quoi. Ouais. Et en fait, ça croise un peu avec le problème de l'humidité tout à l'heure. On est sur des événements météo vachement plus marqués maintenant. Et je sais que j'ai parlé avec des spécialistes de ce milieu-là qui m'ont dit, en fait, même certains appartements réagissent plus du tout de la même façon aujourd'hui parce que les taux d'humidité sont beaucoup plus importants dans Paris, par exemple. Et du coup, des fenêtres qui se dilatent, des portes qui se dilatent, des portes qui s'ouvrent pas bien et du coup qui vont morfler et qui, si je force un peu, ça peut tout arracher, quoi. Et donc croisé avec les problèmes de ventilation de tout à l'heure, d'où la nécessité de bien réfléchir à ces réseaux de ventilation et à cet entretien de la porte, parce qu'en fait, on a des événements météo qui font qu'aujourd'hui, il y a tout qui surréagit et qui n'ont pas été calibrés en 1930 par Haussmann tous les immeubles haussmanniens n'ont pas été calibrés pour subir de tels événements météo, quoi. Et en termes de prévention, tu recommandes quelle régularité, toi, pour aller checker tout ce qui est serrure? Une porte, si on fait ça 2-3 fois dans l'année, c'est largement suffisant. Hein. Ça sert à rien de passer tous les mois, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut le faire, quoi. De toute façon, avoir une petite bombe de WD-40 qui traîne dans le logement, avec du ménager, ça peut toujours être un plus parce qu'il y a pas que ça. J'anticipe un point que tu m'avais indiqué, qu'on avait mis en dernier, mais je pense qu'on va le partager dès maintenant. Je trouve que c'est bien en rapport avec la serrurerie. Tu parlais des volets, qui était le 7e point, on le mettra en 4e point du coup. Problématique de la gestion des volets roulants. Ouais. Tu disais, voilà, c'est certainement un point critique parce que entre les lames qui bougent, les différents systèmes qui peuvent exister, tu peux te retrouver avec à gérer des volets qui marchent moins bien, quoi. En fait, c'est des volets qui marchent moins bien, c'est des volets qui sont vachement plus manipulés que peut-être la normale, puis c'est des volets qui fatiguent. Puis en fait, le gros problème, c'est que c'est des gens qui vont parfois utiliser un volet roulant alors qu'ils l'ont jamais utilisé. Parce qu'il y a des pays où le volet roulant, c'est pas du tout dans l'habitude. Ils n'utilisent pas de volet roulant sur place. Et donc, par exemple, un volet à manivelle, ils vont le remonter, et jamais se dire, il faut que je m'arrête un jour. Et du coup, il remonte, ça force sur le tablier, ça arrache le tablier, quoi. Et ça arrive assez souvent. Ah ouais. Parce que parfois, par exemple, en bas du volet roulant, il n'y a pas de butée. Et donc, si j'ai pas de butée, le tablier, je peux le tourner tant que je veux, il remonte et il va se mettre dans le coffrage. Et donc ça, c'est pareil, c'est des petites choses toutes bêtes, mais qu'il faut checker.
Est-ce que j'ai bien une butée d'arrêt sur mon volet roulant? Est-ce que la manivelle, elle est bien accrochée? Est-ce que mes lames, elles sont en bon état? Ça, c'est des choses qu'on check. Il faut les nettoyer aussi de temps en temps, parce que plus ça prend la poussière, plus ça s'encrasse. Pour essayer d'éviter tous ces problèmes-là, quoi. Il faut coupler ça avec un petit affichage pour expliquer comment ça fonctionne. En fait, nous, on sait comment ça fonctionne, mais d'autres savent pas comment ça fonctionne. Donc, faut toujours se mettre à la place aussi du voyageur qui a jamais utilisé ça, et qui, du coup, va peut-être pas bien l'utiliser parce qu'en fait, il l'a jamais fait et on peut pas lui en vouloir, quoi. Ouais, moi, je pense à une spécificité. Alors, j'ai beaucoup vu ça dans l'Est de la France. C'est volet roulant, tu sais, avec une ficelle. Enfin, une ficelle, j'exagère un peu, avec une espèce de ceinture. Bien sûr. C'est assez particulier comme système. Il faut tirer dessus, mais on peut lâcher le volet d'un coup. En fait, le volet c'est assez particulier. Moi, je trouve que c'est très pratique comme système. Mais c'est vrai que quand on sait pas comment ça marche, ça peut être déroutant. Et je pense aussi aux fenêtres. Tu sais, alors maintenant, ça commence à être assez répandu, mais les oscillobattants. T'as quelqu'un qui a jamais vu une fenêtre à oscillobattant, t'as vite fait de lui retrouver la fenêtre sur une charnière. Bien sûr. Ah ouais, non mais complètement. C'est pour ça qu'il y a plein de ça dépend vraiment de la config et de voilà, de ce qu'il y a en place dans le logement. Et voilà, et effectivement, il faut ce système de sangle, il est assez naturel pour certaines personnes et pas pour d'autres. Donc vraiment, c'est pour ça que dans la prévention, on va aussi de se dire, je me place à la place des voyageurs et est-ce qu'ils savent comment utiliser ce truc-là, quoi. Donc, tu vois, là, t'es plus dans la pédagogie que dans le curatif, tu vois, sur ce genre de... je serais même peut-être dans l'alternative, tu vois. Moi, c'est, par exemple, tu prends un appartement avec des vieux volets, tu sais, en métal, là, alors j'aurais pas le nom à te dire, mais tu sais, en accordé presque. Ou même vraiment les volets pourris, là, en PVC, où ça arrête même pas la lumière, quasiment. Bien sûr. Est-ce que finalement, ce serait pas plus intéressant de mettre des rideaux occultants dans le logement, qui ont un vrai effet, et comme ça on évite aux voyageurs d'avoir à utiliser quelque chose qui n'est pas intuitif. Bien sûr, bien sûr. Ça peut être une solution. Après, le store, faut qu'il soit bien choisi, bien calibré, bien accroché, que ça soit le bon modèle qui soit choisi. Juste pour le problème des stores, je vais donner l'exemple de la chaînette. Parfois, on se retrouve avec des chaînettes en plastique qui cassent beaucoup plus facilement. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux mettre une chaînette dès le départ en métal. Bref, donc il y a des alternatives, mais ces alternatives, faut qu'elles soient bien étudiées et donc il faut bien réfléchir à tout ça pour éviter aussi l'incident. Parce que en vrai, avec le store, tu peux reporter le problème ailleurs et te retrouver avec des stores arrachés toutes les 4 matins. Donc, non, mais je pense, tu vois, t'as les stores, t'as les moustiquaires aussi, tu vois. Une moustiquaire qui va se caler en bas en butée. Quelqu'un, c'est pas forcément intuitif de se dire comment elle va remonter. Donc la personne, elle va pas comprendre qu'il faut redescendre pour remonter. Elle va tirer dessus, elle va arracher le truc. Tu vois, tu te retrouves finalement, t'as beau faire le préventif que tu veux. Là, on est sur de la casse, on est sur de la gestion humaine, donc il y a besoin aussi. Ah ouais, non mais complètement. On est tout à fait d'accord. Je vais donner juste un petit exemple concret. Il y a quelques mois, un voyageur qui avait chaud dans un appartement et qui a pensé que pour bien aérer l'appartement, a dégondé toutes les fenêtres de l'appartement. Dégondé carrément. Ouais. Donc nous, on a été remettre les fenêtres en place et il y avait 2 fenêtres du coup qui avaient été dégondées parce qu'il pensait que pour ouvrir la fenêtre, il fallait la dégonder. Donc ouais, c'est pour ça que je parle beaucoup de la sensibilisation au voyageur et de se mettre à la place du voyageur. C'est qu'en fait, parfois, tu as un voyageur qui vient de l'autre bout du monde. Quels que soient les aménagements que tu vas mettre en place, ne seront pas naturellement logiques pour lui, quoi. Donc il y a tout ce travail d'information qui est important pour éviter derrière. Et là, on est vraiment dans le préventif, pour éviter derrière toutes ces problématiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des livrets d'accueil qui sont de plus en plus enrichis, de plus en plus complets, pour essayer de driver les voyageurs au mieux pour éviter aussi certains accidents. Et très clairement, dans la réflexion du gestionnaire, c'est qu'est-ce que je peux mettre qui soit viable dans le temps pour répondre aux besoins de je coupe la lumière dans l'appartement, quoi. Mais tu vois, ça me fait penser. Moi, j'aime bien être dans l'analyse et de se dire, bah tiens, si j'ai toujours la même typologie de personnes pour tel type de casse, alors ça doit être assez difficile à identifier quand même. Mais on va prendre un exemple, peut-être par l'absurde, mais tu prends des Américains qui vont pas avoir l'habitude de l'ouverture de fenêtres, une certaine typologie d'ouverture de fenêtres, et que tu remarques en fait, et que tu as
allez, une fois sur trois de la casse quand tu as un voyageur américain, bah peut-être que quand tu sais que tu as un voyageur américain, il y a un message spécifique qui part en amont, non pas dans le livret d'accueil, mais vraiment un mail ou un SMS. Je sais que nos systèmes de fenêtre en France peuvent être voilà particuliers pour vous qui n'avez pas l'habitude, et puis une petite vidéo dédiée pour montrer le fonctionnement, en plus du livret d'accueil, en plus pour vraiment accentuer. Ouais. Bah tu vois, quand tu parles américain, ça me fait penser à une autre situation qu'on a vécue, américain-australien. L'été dernier pendant les JO, qui en fait faisait fonctionner les clims dans certains apparts en gardant les fenêtres complètement ouvertes. Sauf qu'en fait le gros de clim, au bout d'un moment, ça devient un véritable iceberg parce qu'en fait il est en surménage et que nos groupes clim ils sont pas faits pour fonctionner comme ça. Et en fait il faut, enfin voilà, donc ouais, c'est des sujets. Il y a plein de choses à faire. C'est toujours, en plus, moi je trouve que c'est assez difficile cette pédagogie-là parce qu'il faut être vraiment dans le côté pédagogique et pas dans le côté invective, parce que on voit trop souvent des messages comment dire, moi je trouve que ça fait maîtresse d'école quoi. C'est le truc où on va prendre les gens pour des enfants, voire des idiots, et dire attention, hein, si la clim tourne, je ferme la fenêtre. Non, il y a des manières de tourner les phrases pour que ce soit pas infantiliser les gens, bien expliquer en quelques mots. Il faut trouver des solutions. Bon, moi je vais pas dire, mais si vous n'avez pas d'inventivité pour ça, aujourd'hui il y a ChatGPT, je pense que vous pouvez lui demander de vous générer 20 phrases différentes, voir laquelle vous trouvez la plus sympa, la plus pédagogique et peut-être la moins infantilisante. Et puis voilà, si vous n'avez pas cette touche-là pour expliquer. Je prends l'exemple très concret, ça m'est arrivé il y a très peu de jours. Je suis allé dans des toilettes, tu sais, des toilettes je sais même pas, un restaurant ou un lieu. Et derrière, tu avais sur la porte, merci de maintenir cette toilette propre, quoi. Je dis bon, maintenant, tu es obligé de mettre des mots comme ça. Et puis juste en dessous, il y avait, oui, parce que tirer la chasse, c'est quand même pas bien compliqué. Et, tu vois, et je trouve qu'en fait, le message, c'est, tu vois, t'as foiré ton truc, en fait. Je trouve, tu vois, c'est, tu demandes un truc, puis après, tu prends le lecteur en lui disant ouais, parce que si tu le fais pas, t'es vraiment un neuneu, tu vois. Bien sûr. Et en fait, c'est contre-productif, je trouve, pour amener à faire ce que tu veux. Et donc, si tu prends les gens pour des idiots, si le gars il a envie d'ouvrir la fenêtre, il le fera, tu vois. Alors que si tu lui expliques avec plus d'informations, ils comprendront aussi. Tu vois, dans les hôtels, faut regarder ce qu'ils font dans les hôtels. Hein. Moi, je cite toujours le cas d'Ibis, mais quand il va vous expliquer qu'il faut couper l'eau parce que c'est pour la planète, que c'est pour machin, voilà. Bon, on sait très bien que c'est aussi pour leur facture, mais il donne aussi des clés. Il faut regarder ce qui se fait ailleurs, quoi. Bien sûr. Ah bah complètement. Ouais, complètement. Après voilà, la différence que la courte durée avec les hôtels, c'est qu'un hôtel a des structures standardisées avec toutes les chambres pareilles, le même matos. Et là, la grosse difficulté dans la courte durée, c'est de réussir à faire la même chose avec des logements tous différents, quoi. Ouais, donc ça demande beaucoup plus grosse adaptabilité et du coup, ça demande vraiment, ça nécessite de faire un check individualisé de chaque logement. En fait, je peux pas standardiser, surtout quand on parle de logement, les mêmes règles, les mêmes phrases et tout ça, parce qu'en fait, chaque logement est différent. Et du coup, tes recommandations devront être personnalisées pour chacun des logements. Et peut-être qu'on ton volet roulant à lanière, tu l'as que dans un logement, mais ça sera du spécifique pour ce logement-là. Exactement. Ce qui est sûr, c'est que du coup, ce travail-là, alors c'est que là, on n'est pas dans la maintenance pure, mais n'empêche que ça évite bien des incidents après derrière. Parce qu'en fait, les éléments de l'appartement sont bien mieux utilisés, quoi. Donc les volets, ça peut être les poignées de porte. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça qui peuvent être fragilisés s'ils sont mal utilisés, quoi. Donc c'est hyper important. Et là, ta réflexion me faisait penser à un échange qu'on a eu lors du premier épisode, que je vous invite d'ailleurs à aller écouter si le sujet de la maintenance vous intéresse, parce que clairement c'était un épisode très riche aussi d'enseignement. Tu parlais aussi pas mal de standardisation, dès qu'on a la possibilité de standardiser un élément de maintenance, pas hésiter à le faire parce que ça évite d'avoir 150 références différentes. Exactement.
4 logements, faire en sorte que les 4 aient la même lunette de toilette, parce que le jour où il y en a une qui pète, on n'est pas là à se dire attends non, dans cet appartement-là c'est une bleue alors que là-bas c'est Le coup de la lunette de toilette, ça marche pas tous les coups, Maxime, parce que tous les toilettes ont les différents formats. Mais non, mais par contre, là où ça marche, où tu as bien raison, c'est que par exemple, j'en reviens sur les extracteurs. Nous, je sais qu'on a un gestionnaire qui nous a dit, on va prendre le temps d'identifier un système d'extraction permanente qui soit efficace, durable dans le temps et silencieux. Et on avait vraiment un cahier des charges. Pour lui, on a identifié un modèle qui lui convenait en termes de rapport qualité-prix et tout ce qu'on veut. Et en fait, derrière, dans tous les logements qu'il gère, on va toujours mettre le même extracteur pour que son équipe ménage soit capable de le nettoyer. Voilà, que ça soit pas une usine en fait et que ça soit un peu homogénéisé. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, ça permet vraiment de faciliter après toute la maintenance et tout le suivi. Donc effectivement, il faut vraiment avoir cette réflexion-là sur mes apparts, sur mon parc, comment je peux faire pour essayer de standardiser certaines choses. Alors la battante de toilette, c'est vrai que c'est une vraie tannée parce qu'en fait, il y a plein de dimensions différentes et tout. Mais pour d'autres choses, ça fonctionne. Ça peut je prenais le cas de quelqu'un qui avait tous les mêmes toilettes, mais qui s'était dit tiens dans un je vais mettre du bleu. Dans un... On passe des heures et des heures à trouver des abattantes d'une certaine forme pour que ça corresponde aux toilettes du Gibérit de telle année. Et c'est une vraie galère. C'est un vrai sujet. Mais effectivement, là où je te rejoins, c'est que pour plein d'autres sujets, voilà, il y a des choses qu'on peut réfléchir sur ce thème-là et qui peuvent bien faciliter après la gestion au quotidien, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et puis la standardisation, c'est lié dans la maintenance, mais on n'en parle pas assez. Hein, mais la standardisation, c'est aussi essentiel dans la gestion opérationnelle au quotidien des logements, que ce soit pour les ménages, mais que ce soit aussi pour les équipements. Si moi, je prends toujours l'exemple de la machine à café, mais si vous avez l'habitude de proposer des dosettes de café, mettez pas dans un logement une Senseo, dans un autre une Dolce Gusto, puis dans un Espresso, parce qu'en fait, vous avez une gestion de stock qui est alambiquée. Donc si vous mettez, on va citer de la Nespresso partout, vous avez toujours les mêmes dosettes et vous n'avez pas de problème. Et puis le jour où vous avez une machine qui tombe en panne, vous avez un stock d'une ou deux et vous pouvez remplacer la machine tout de suite sans avoir à vous casser la tête. Voilà. Donc ça c'est essentiel et je pense que Par contre, là où j'attire juste l'attention des auditeurs, c'est que si vous vous lancez un peu dans ce process de standardisation, ne négligez pas la qualité des produits que vous achetez. C'est vrai que dans la courte durée, pendant pas mal d'années, on était un peu en mode artisanal, grande consommation, à aller acheter certains produits dans certaines chaînes de grande distribution que je ne citerai pas. Mais parfois, en fait, ça vaut le coup de basculer sur du matériel un chouïa un peu plus pro, qui sera peut-être plus durable, plus efficace et avec des meilleurs SAV, meilleur suivi de référence et tout ça. Et vous allez y gagner demain. Parfois, on paye un tout petit peu plus cher, mais sur des produits beaucoup plus qualitatifs. Et en fait, on a tout à y gagner, quoi. On parle de durée de vie. Hein. Tu vois, tu parles de la literie, des chaises. Une chaise où chez vous, vous allez vous asseoir une fois par jour dessus. Globalement, ça va pas être la même en location courte durée. Les logements en location courte durée, c'est plus et s'abîment beaucoup plus vite que des logements classiques. Donc, c'est vraiment à prendre en compte. Et je te rejoins sur le côté artisanal. C'est surtout ceux qui, tu sais, qui ont passé des logements qui étaient des logements meublés à l'année, qui se sont dit bon, juste à le mettre sur Airbnb. Et là, c'était un peu la déconvenue parce que c'est pas du tout le même fonctionnement et pas du tout la même attention parce que le voyageur, il est là pour 2 nuits. S'il met un coup de valise dans le lit, il est pas là le lendemain. Celui qui y habite, déjà, il passe pas avec sa valise. Et puis, lui, il y est toute l'année. Donc, il va peut-être faire attention aussi au matos parce que il a sa caution aussi. Hein. Bien sûr. Donc, c'est des petits éléments qu'il faut bien prendre en compte. Je te propose qu'on passe aux 2 éléments suivants, parce que je trouve que finalement ils peuvent être un peu reliés. Dans le top 7, tu m'avais parlé de pannes électriques, et celui qui viendra après peut être un peu lié, qui était parmi les éléments que tu constates le plus dans les problèmes de maintenance. Alors effectivement, de toute façon, il y a les 2 gros sujets sensibles. Le premier qu'on a évoqué, c'était un peu toute la partie eau, humidité, et l'autre partie, c'est souvent les problèmes électriques. Et alors, les problèmes électriques, ils peuvent être divers et variés. Ça peut être les ampoules qui pètent tout le temps, les ampoules qui sont pas adaptées.
parce que elles ont pas le bon voltage, je sais pas. Enfin bon, bref, j'en passe les meilleurs. Les ampoules qui pètent tout le temps aussi parce que j'achète des chinoiseries et qu'en fait elles sont pas faites pour durer dans le temps. Donc on en revient aussi un peu au sourcing des éléments à standardiser en fait dans ces appartements pour éviter après des galères. Je pense aux interrupteurs qui sont parfois très design avec des petites comment dire, j'allais dire des petits bitoniaux, mais c'est pas très académique, mais qui en fait parfois les voyageurs vont péter assez rapidement parce qu'en fait ils sont pas faits pour être utilisés sur du mode intensif, grande consommation, et encore une fois avec des voyageurs qui savent pas comment les utiliser. Donc des petites pannes électriques de ce genre-là, on en a énormément, énormément parce qu'en fait parfois on a des prises qui se sortent du mur, qui sont décrochées parce que les voyageurs vont tirer fort dessus, parce qu'ils étaient mal accrochés au début. Parce qu'ils étaient peut-être pas mis avec un boîtier à l'intérieur du mur. Donc ouais, en fait, il y a plein de sujets aussi autour de ces éléments électriques. Donc là, nous, on passe pas mal de temps à gérer des problèmes comme ça, et ça, c'est des problèmes qui parfois peuvent être aussi sourcés en amont par les gestionnaires lors des visites des appartements qu'ils font, en observant, en testant les éléments, en essayant de comprendre ce qui se passe. Et voilà, si je vois que j'ai une prise qui est en train de fatiguer, ou un interrupteur qui est en train de fatiguer, ou un lustre qui est en train de se casser la figure, attendons pas la crise pour réagir, quoi. Et tu vois, je pense aux prises, tu vois, les prises électriques, il y en a peut-être qui sont à surveiller en particulier. Je pense notamment à celles qui sont à côté du lit, parce qu'on a tendance à brancher son téléphone ou son ordi ou quoi que ce soit quand on est quand on prend une location courte durée, c'est un hébergement. Donc on va brancher son téléphone, on va brancher le voyageur, il va l'utiliser. Et donc celles-ci doivent être particulièrement, comment dire, on doit faire particulièrement attention à celles-ci parce que il y a des prises chez nous, on n'y touche jamais. Dans l'année Ego, c'est branché. Je pense pas qu'on s'amuse à débrancher pour aller mettre un téléphone. Par contre, celle à côté du lit va certainement être beaucoup plus sollicitée. Pareil, idem dans le salon, s'il y a un bureau et qu'on a des pros en déplacement qui veulent mettre un ordinateur ou des choses comme ça avec le chargeur. Voilà, c'est des prises qu'il faut peut-être surveiller un peu plus parce qu'elles vont être plus sollicitées, donc faire bien attention à ce qu'elles soient bien accrochées, bien fonctionnelles, comme ça. Ouais, et il faut être aussi vigilant à l'état de l'installation de l'appartement parce qu'en fait, parfois, on a tendance à vouloir louer des appartements qui sont peut-être un peu vieillots sur la partie électrique. Et si j'arrive avec mes standards, je veux mettre une bouilloire, un grille-pain, une plaque électrique et une machine à laver sur la seule et même prise de la cuisine qui a été faite à l'époque, ça peut pas marcher. En fait, déjà, c'est pas aux normes. Et j'insiste vraiment sur l'aspect normes. Il faut vraiment être très vigilant à ça parce que je pense que dans la courte durée, on va se faire rattraper avec ça et dans quelques années, ça risque de faire un petit peu mal. Quelques années, je pense que ça va aller vite. Ça va aller vite. Et ça, d'ailleurs, tu vois, on parle de normes hein, en location courte durée. J'ai encore eu un client là de notre agence. On a une agence marketing avec Samy dédiée à la location courte durée. On parlait de son projet d'avoir un site de réservation en direct. Et il me dit, bah moi, je peux accueillir jusqu'à 16 voyageurs. Ouais. Ah, je dis, bah, en fait, là, ça devient complexe parce que tu passes en ERP et tu as 100% du public. Et donc, du coup, c'est pas les mêmes normes électriques, c'est pas les mêmes normes. Enfin, bref, il y a plein d'éléments et je pense que, comme tu le dis, ça va finir par arriver sur la location courte durée. Ouais. Et par exemple, sur ces sujets-là, nous, on bosse main dans la main avec des conciergeries et qui nous demandent d'aller. Alors, on n'est pas diagnostiqueur, mais il y a quand même des choses qu'on arrive à voir et parfois, on va faire des checks d'appartements en amont et où on met un peu en alerte le gestionnaire, la conciergerie après en disant faites gaffe, là, on est sur un appartement fragile qui est pas nécessairement aux normes. En fait, malheureusement, pour que ça soit aux normes, il faut refaire peut-être l'installation aussi, quoi. Donc, franchement, sur ces sujets-là, tout à l'heure, je parlais de la pente inversée au niveau plomberie, et là, je parle de l'électricité. Parfois, on est un peu cavalier, on va un peu vite dans la démarche et on néglige un peu ces sujets-là, mais sauf que ces sujets-là, ils finissent toujours par nous rattraper, quoi. Donc, d'ailleurs, l'électricité, ça me fait penser à un épisode qu'on a sorti il y a peu de temps sur le podcast avec Marie, on a fait un épisode dédié à la sécurité dans les logements. Et donc, l'électrique n'est pas à négliger, puisque il y a eu notamment quelques faits divers qui sont arrivés dans l'est de la France suite à des problèmes d'installation électrique, si j'ai bien suivi le sujet. Et donc, du coup, ça mène à des incendies.
incendie avec victime, mais même sans victime, il va y avoir des recherches de responsabilité. Donc là, on rentre dans des problématiques qui sont quand même un peu plus complexes que juste un voyageur insatisfait. Et donc, faut vraiment être vigilant. Je vous invite vraiment à écouter. C'est un épisode. Il est peut-être pas sexy sur le papier, parce que quand on parle de sécurité, c'est peut-être pas le truc où on se dit bon, je vais augmenter ma rentabilité. C'est un problème. Tu vois, j'ai envie de mettre le problème sous le tapis et pas en entendre parler. Mais clairement, on a essayé de traiter le sujet. Et en plus, dans cet épisode, Marie propose des autodiagnostics. Justement, alors je sais, il faut aller voir sur le site securiscore.fr, il me semble, pour justement aller après voir comment on peut améliorer les choses, voir si on a des problèmes aussi ou pas. Donc, tu vois, là, je te rejoins c'est pas que de la perte d'exploitation, c'est pas que de l'insatisfaction voyageur, ça peut être beaucoup plus problématique derrière, quoi. Ouais, et c'est pour ça que dans les sujets maintenance, nous on travaille pas mal là-dessus en ce moment dans la réflexion, c'est que oui, il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même, et pour toutes ces raisons-là aussi, il y a plein de choses qui peuvent être faites par une entreprise de maintenance comme Merci Germain. Et nous, on réfléchit aussi vachement et on fait vraiment attention à tout ça. C'est que Merci Germain peut faire des choses et dès qu'on peut pas, on délègue à des professionnels électriciens et tout ça. Il y a des histoires d'assurance, de garantie, de couverture et tout ça. Donc voilà, quels que soient ces différents niveaux d'intervenants, que ce soit le gestionnaire, nous c'est de la maintenance niveau 1, que ce soit les maintenances plus techniques, il faut être hyper vigilant à ça. Parfois, nous, on nous pousse un peu à vouloir faire vite. Les voyageurs arrivent ce soir à 16h, trouve-moi une soluce. Non, en fait, nous, on essaye vraiment de casser un peu cette temporisation pour essayer de faire gaffe à pas se mettre, nous, en danger. On est une société, on fait gaffe à ça. Et que le gestionnaire se mette pas en danger. Comme tu le dis, si derrière, il y a un pépin, ça peut se retourner contre tout le monde, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est des sujets qui sont importants pour l'entretien du logement, pour le confort des voyageurs, mais aussi pour ces raisons de sécurité, ces histoires de normes. Et comme on l'a dit, on va se faire rattraper par ça, on se professionnalise et du coup, on va être obligé de répondre à certaines normes. Et donc, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut y réfléchir dès le début. Je rentre un logement, c'est cool, mais est-ce que derrière, je vais pas me retrouver des galères? Parce qu'en fait, tout ça, c'est complètement à refaire, quoi. Mais je voudrais pas mettre ma main coupée quand même, présager mais quand on voit que on parle de TVA pour la location courte durée pour aligner avec l'hôtellerie, une des exigences aussi de l'hôtellerie par rapport à la location courte durée, c'est de dire en fait on aimerait qu'il y ait aussi des normes. Un hôtel est soumis à des contrôles très stricts et je pense qu'à un moment le lobby va pousser aussi dans ce sens-là. Donc c'est déjà anticipé aussi d'avoir des logements qui soient exploitables, et puis même après à la revente, en termes, on parlait de patrimoine, de valorisation patrimoniale et choses comme ça, quelque chose qui peut faire défaut sur ces aspects-là, ce serait problématique. Bien sûr. Je te propose d'aborder l'avant-dernier point qui est un peu plus léger, mais je l'avais mis avec, c'était la box internet. Bon, si c'est vrai que si les plombs sautent, l'électricité est coupée chez toi, il n'y a plus internet, mais tu m'as dit que c'était un point. Comment tu gères ça en amont? Comment, en termes de maintenance, tu travailles sur ce point-là? Alors nous, la maintenance, comment on travaille sur ça, c'est que quand on va faire un check dans un appartement, déjà en général, on essaie toujours de capter le Wi-Fi et tout ça pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc ça, c'est un premier élément, mais ça, c'est un truc qui peut être assez facilement fait par quiconque. Après, il n'y a pas vraiment de maintenance à faire sur la box en elle-même, hein. Nous, on n'est pas société Orange ou compagnie. Peut-être juste vérifier la prise si tu es encore sur une prise. Déjà, c'est vérifier la prise. Où est-ce qu'elle est branchée? Est-ce que c'est pas branché sur un réseau un peu sensible qui peut être susceptible de disjoncter demain? Donc ça, c'est important. 2, il y a l'emplacement de la box aussi dans le logement qui est important, bien réfléchir, bien avoir testé, bien calibré, que je l'ai bien positionné. Parfois, ça peut être des problèmes de réseau qui sont liés à des problèmes il faut mettre un repeater quelque part pour diffuser un peu le Wi-Fi. Parfois, on a des box très vieille génération qu'il faut changer parce qu'en fait, elles ont évolué, elles se sont un peu, à l'usage, elles sont même plus faciles à utiliser avec les QR codes qu'on peut avoir sur les box et tout. Donc, même pour les voyageurs, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, en fait, là, nous, en termes de maintenance directe, on va pas faire grand chose sur la box, mais on va vraiment avoir cette réflexion autour de tous ces éléments-là,
pour t'assurer qu'en fait tout ça va être un petit peu respecté pour éviter de se mettre un peu des épines dans le pied. Et en fait, un peu de façon connexe avec tous les sujets de tout à l'heure, si j'ai une box Free dans un logement, une box Orange dans un autre logement, une box je sais pas quoi dans un autre logement et ainsi de suite, à chaque fois, c'est des paramétrages, des trucs un peu différents. Et en fait, c'est là qu'on se met des galères dans les pattes, c'est qu'en fait, il faut être capable de paramétrer chacune des box, il faut être capable de s'adapter. Enfin, ça redonne encore une fois une complexité qui est pas hallucinante. Alors que si j'essaye d'avoir toutes les box dernière génération plus ou moins d'un même opérateur dans tous mes apparts, après à standardiser c'est beaucoup plus simple, quoi. Ouais. Donc c'est des petites choses. On est un peu assez proche de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est bien ça qui peut nous faciliter après au quotidien l'utilisation de tous ces éléments-là qui sont hyper importants. Okay. Hyper importants. Très, très intéressant. Je voyais pas le côté maintenance sur ce point, donc je te remercie pour la précision. Et il y a le dernier point qu'on avait évoqué ensemble. Ouais. C'était la panne de chauffe-eau. Alors là, je trouve, on l'a gardé pour la fin, le meilleur pour la fin. Ça relie tous les éléments qu'on a vus avant, c'est-à-dire la gestion de l'eau, la gestion de l'électricité. Du coup, toi, tu es confronté. C'est quoi les pannes les plus courantes et c'est quoi que tu recommandes de faire pour essayer d'en éviter au maximum sur ces aspects-là? En fait, tu viens de tout dire, c'est qu'un chauffe-eau, ça doit être entretenu. Et souvent, on attend qu'il soit HS pour l'entretenir. C'est dommage parce qu'en fait, du coup, on perd de l'argent, on perd du temps. Alors qu'en fait, un chauffe-eau, comment ça s'entretient? Quelqu'un de qualifié va pouvoir passer. Alors, ça sert à rien de passer tous les 2 mois. Mais en fait, la cuve, si elle se remplit de calcaire, la résistance, elle se met pleine de calcaire, elle chauffe trop, elle crame, et après, ça met en défaut le chauffe-eau et ça fait tout disjoncter. Donc, une action préventive très simple à mettre en place sur un chauffe-eau, c'est avoir un passage régulier, ça peut être tous les ans, voire même tous les 2 ans, c'est déjà très bien. Il faut ouvrir la cuve, vider la cuve du calcaire, changer le joint de cuve et tout remettre. Et normalement, un chauffe-eau qui est bien entretenu comme ça, il est fait pour durer très longtemps. Donc voilà, ça c'est des petites astuces. C'est toujours pareil. Pris par la folie de l'activité, on n'y pense pas forcément. On va pas penser forcément à sensibiliser le client, le propriétaire sur ça. Mais n'empêche que ça peut bien permettre de gagner de l'argent par la suite parce qu'en fait, on va avoir des éléments qui vont durer plus longtemps dans le temps, quoi. Le chauffe-eau, ça me fait penser à un truc qu'on s'est dit par rapport à la norme incendie, tu vois, la sécurité. Là, je reviens au mec un peu relou, mais tu vois, les chauffe-eau aussi, parce qu'on a eu le cas au gré des échanges qu'on a sur la location courte durée. Alors là, c'était pas un chauffe-eau individuel, c'était un chauffe-eau collectif. Mais en gros, chauffe-eau chauffait pas assez fort. Donc du coup, bactéries dans le réseau d'eau chaude. Ouais. Et en fait, l'eau devient impropre à la consommation et ça devient très complexe, quoi. Ouais. Il y a une température minimale à atteindre pour que ça tue. Je pourrais plus te dire quelle bactérie, quelle température exactement. C'est pas 55 degrés, un truc comme ça. Et du coup, il y a cette notion de là, si on chauffe pas assez pour se dire tiens, je vais faire des économies, je vais mettre mon chauffe-eau à 45 degrés parce que ça me permet qu'il chauffe pas pour rien. Et au final, c'est contre-productif également, quoi. Complètement. Non, mais tu fais bien de parler des réglages de température. En fait, en prévention aussi, c'est de bien checker les réglages de température, éviter d'avoir un chauffe-eau qui surchauffe aussi. Parfois, il peut y avoir des systèmes de temporisation qui permettent d'éviter que le chauffe-eau il tourne H24. Bref, il y a plein d'éléments, mais c'est un élément qui est hyper important. On a eu le cas dans pas mal de logements où finalement le chauffe-eau il a fini par exploser parce que le groupe de sécurité était mort. Et alors nous après on bosse avec des partenaires plombiers qui viennent nous aider pour ce genre d'intervention. Mais un chauffe-eau qui explose dans un appartement, je peux vous dire que c'est que du bonheur. Pas rassurant. Ok. Bombe quoi. Donc voilà. Donc là, faire appel à un professionnel, on va dire, allez, on va tous les 2 ans pour venir contrôler, s'assurer que bon, pour ceux qui ont des chauffe-eau au gaz, je pense que ça on se dit encore plus naturellement qu'on va faire intervenir quelqu'un pour checker quand même que ça fonctionne bien. Je sais même pas si en termes d'assurance pour les chauffe-eau au gaz, c'est pas obligatoire. C'est obligatoire, ouais. On est obligé d'avoir un contrat de maintenance, effectivement.
Donc ça c'est essentiel. Après c'est ceux qui vont avoir un cumulus, tu vois, vont se dire bon bah c'est un cumulus, au pire il pète, je le change, tu vois. Pour ceux qui ont des cumulus pas chers, quoi. Mais bon, pas sûr que ce soit la bonne stratégie. Exactement. Bon, écoute, je te remercie. Donc, on a fait un petit top 7 où on a essayé de donner un maximum de clés sur voilà, les problèmes les plus fréquents, comment les résoudre. On voit quand même forcément que c'est la prévention, hein, qui prime pour éviter les problèmes. La maintenance préventive, hein, c'est comme quand vous avez une voiture et que vous allez faire une vidange ou changer votre courroie. En fait, vous le faites pas quand ça pète, vous le faites avant parce que alors dans le cas d'une voiture, dans le cas de différents matériels, on vous dit bah ça, il faut aller le maintenir. Ça s'appelle la maintenance préventive. Aujourd'hui en LCD, on n'a pas de cahier des charges pour se dire tiens 2 ans, 1 an quand je fais ça. Donc c'est essentiel aussi de se définir son propre planning de maintenance avec les actions les plus importantes. Exactement. Et juste pour un peu pour accompagner un peu les gestionnaires dans ces éléments-là, le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment une grande traçabilité sur tout ce qui se passe dans le logement. Et en fait, il faudrait comme un carnet de santé du logement. Et nous, c'est ce qu'on a fait. En fait, on a développé une application qui permet de gérer les incidents au quotidien, de fluidifier les interactions entre nous et les conciergeries. Et en fait, dans cette application, nous, ce qu'on a mis vraiment en avant, c'est une carte, une fiche par appartement. Chaque gestionnaire a tous ses appartements qui sont recensés dans notre application. Et on a une petite rubrique, en fait, où on peut venir vraiment mettre un peu tout le carnet de santé de notre appartement, ce qui permet vraiment de garder une traçabilité sur quand est-ce que j'ai fait la dernière check de la chaudière, avec les factures à l'appui peut-être, et de mettre le mode opératoire et tout ça, pour essayer de collecter les informations pour logement, pour pas s'y perdre en fait, parce qu'en fait, tant qu'il n'y a pas de problème, on laisse un peu de côté et on réagit un peu en mode crise quand le problème arrive. Alors qu'en fait, il faut vraiment avoir cette réflexion de fond et de se faire un planning en fait des choses à faire régulièrement et du coup les enregistrer quelque part pour pouvoir avoir un suivi et une traçabilité, quoi. Et donc ça, c'est hyper important, quoi. Ouais, on le fait pour on le fait. On le fait Peut-être plus. Mais le carnet d'entretien des voitures, c'est vrai qu'on le fait. Pourquoi? Parce que quand on se dit, bah, je vais la revendre, au moins j'aurais montré que j'ai été régulé sur les vidanges. La garantie constructeur. Tu vois, du coup, prendre la bonne méthode, cette même méthode pour les appartements. Toi, du coup, c'est ce que tu proposes avec ta société Merci Germain en région parisienne. Ouais, est-ce que on va profiter de ces quelques minutes qui nous restent ensemble pour parler un peu de toi. Tu nous as partagé pas mal de valeurs dans cet épisode. Ce serait de nous dire un peu, bah, toi, comment tu fonctionnes, à qui tu t'adresses. Et puis, on avait parlé d'un petit cadeau, un bon plan au début de l'épisode. Voir ce que tu peux proposer aux auditeurs du Triplex également. Alors merci Germain, c'est vraiment une société qui est spécialisée dans la maintenance des logements en courte durée, moyenne durée. On travaille aussi un peu maintenant de plus en plus dans l'hôtellerie, pour les boutiques hôtels. L'idée c'est de vraiment apporter une offre de services qui vienne enlever cette douleur maintenance aux gestionnaires. Je gère un parc immobilier, j'ai des galères à gérer. Nous on est là vraiment pour venir faciliter un peu toute cette prise en charge. En fait, souvent c'est géré par des auto-entrepreneurs, donc il faut contacter, on ne sait pas qui va débarquer. Il y avait des conciergeries qui passaient par des plateformes grand public et tout ça. Là, l'idée c'est vraiment de professionnaliser tout cet accompagnement, toute cette prise en charge pour que le gestionnaire ait qu'un seul interlocuteur, qu'il ait un interlocuteur qualifié. Nous, les intervenants, on les forme sur tout ce qui est habilitation électrique, ça c'est hyper important. On essaie vraiment de les faire monter en compétences pour que les personnes qui vont dans les appartements soient des gens qui soient, même si c'est de la petite maintenance, qualifiés pour sécuriser aussi la suite par rapport à tout ce qu'on s'est dit avant. Et voilà, et on a vraiment mis un outil digital spécifique qui doit vraiment une interface avec les gestionnaires pour simplifier au maximum les interactions et fluidifier et programmer et tracer, faire des rapports de mission pour que vous ayez le plus d'éléments possible pour que en fait cette partie de maintenance soit la plus professionnelle possible et la plus réactive. Donc aujourd'hui on est sur Paris, on fait Paris petite couronne, on a déjà une quinzaine de conciergeries partenaires
euh, ce qui fait un petit volume d'appartements à gérer. Et on essaye vraiment de mettre en avant cette partie maintenance, cette partie préventive. Et donc voilà, si vous voulez sur Paris Petite Couronne découvrir un petit peu comment on fonctionne, ce qu'on peut vous proposer en partenariat avec le Triplex, c'est de venir réaliser chez vous dans un de vos appartements un check qu'on va vous offrir bien évidemment, mais pour vous montrer un peu comment on procède, comment se passe notre démarche, quel est le rapport qu'on fait à la fin de ce check, et vous guider un petit peu, vous montrer un peu comment vous pourriez vous y prendre un peu sur cet appartement pour la partie maintenance et tout ça, enfin tout ce qu'on s'est dit avant. C'est vrai que ça peut être un épisode qui fait un peu peur, qui est un peu négatif parce qu'on est dans le problème, dans la douleur, mais en fait quand c'est bien géré, on a tout à y gagner. Et donc là on a vu un peu le rouge, mais en fait le but c'est de faire gagner du vert après derrière dans la qualité du logement, dans votre gestion et tout ça. Exactement. Donc c'est hyper intéressant, quoi. Enfin nous en tout cas on trouve que c'est hyper important. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que une maintenance, ça se programme, un incident, ça se subit. Donc, moi, j'ai des copains qui sont ingénieurs justement spécialisés dans la maintenance, alors maintenance aéronautique, maintenance ça. Quand vous montez dans un avion, vous vous demandez pas si la révision de leur droit elle a été faite. Vous vous posez pas la question. Donc c'est pareil, ça doit être pareil avec une location courte durée. Quand on rentre dans un avion, et surtout que les pénalités, au-delà des problèmes graves qu'on a pu évoquer, mais les pénalités peuvent être compliquées avec les plateformes. Aujourd'hui, on sait que les voyageurs ont la priorité sur les propriétaires, sur certaines OTA. Si demain vous devez reloger parce que vous avez un truc qui a pété alors que vous auriez pu anticiper et que en fait tout est complet autour de chez vous et que vous devez vous retrouver à loger, vous aviez loué à 120 balles la nuit et en fait il reste plus que des trucs à 400 euros. Globalement en fait ça vous coûte le coût de la réparation plus les 300 euros de reloger quelqu'un, quoi. Donc c'est toute la problématique qui va avec. Exactement. Donc il y a plein de choses à faire et voilà, après il faut pas se faire peur, il faut y aller par étapes et progressivement, mais ce qui est sûr, je pense j'invite vraiment les gestionnaires à aller un peu dans cette prendre un peu le sujet au sérieux et anticiper un petit peu ce qui va arriver, et plus on s'y prépare tôt, mieux on sera structuré pour la suite pour faire face aux petites normes qui risquent d'arriver. Donc voilà, et une fois que le process est mis en route, c'est pas plus compliqué qu'autre chose, quoi. Donc mais voilà, il faut qu'il y ait un process. J'insiste bien sur le mot process, parce que même nous en interne, on met des process pour répondre à tout ça. Mais en fait, il faut que vous soyez structuré et processé pour pouvoir gérer au mieux toutes ces choses-là. Ça se fait, ça s'organise et ça se structure. Et donc voilà. Donc on est vraiment là pour répondre à tout ça et vous aider à mettre tout ça. Donc n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. Ouais, on mettra le lien, bien évidemment, on mettra ton mail, ton lien dans la description de l'épisode. Pour ceux qui nous écoutent en voiture, vous pourrez retrouver le lien, bien sûr, sur votre plateforme d'écoute, mais si vous voulez aussi sur le site, le-triplex.com, on partagera tout pour que vous puissiez retrouver les informations. De toute façon, ça s'appelle, c'est quoi ton site? C'est mercigermain.fr. Exactement. Et je sais que suite à l'autre épisode de l'année dernière, on avait eu pas mal de sollicitations de professionnels qui étaient en région. Ça nous a vraiment fait avancer, fait réfléchir. Voilà, c'est pas sorti de notre tête. On a des projets d'ouverture d'agence en région, avec un projet qui avance pas mal, petit teasing à Lille. Donc voilà, mais si vous êtes curieux, même que ça soit pas à Paris alors si vous êtes curieux de Lille, appelez-nous, il n'y a aucun souci, au contraire, on peut déjà discuter. Mais voilà, si même vous êtes dans d'autres villes et tout, on a plein d'autres projets et tout derrière, donc n'hésitez pas à nous contacter. Pour nous, c'est important d'avoir ces feedbacks-là aussi parce que voilà, c'est un peu pour savoir où aussi développer peut-être la prochaine. Et puis pourquoi pas s'il y en a qui veulent aussi se joindre à l'aventure. Exactement. En fait, la première personne qui va peut-être rejoindre l'aventure à Lille, et on a bien avancé, nous a connus un peu de cette façon-là, par le bouche à oreille, en connaissant et a envie de rejoindre l'aventure. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc si quelqu'un est intéressé par l'aventure, on est bien preneur de contact et de prise de relation. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Bon, bah écoute, j'espère que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que parmi nos auditeurs, tu auras une future ville à développer. Avec grand plaisir. Je suis persuadé qu'il y a
un vrai besoin. On a évoqué toutes les douleurs que ça représentait et qu'il faut professionnaliser ça. C'est aussi l'objectif du podcast, de partager de la valeur autour de cette professionnalisation. Donc, merci Germain pour le coup d'être venu partager ton expertise, ta vision sur ce sujet qui peut être une source d'ennui, mais quand c'est bien traité, peut être plutôt assurer une tranquillité d'esprit. Merci d'avoir participé. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à nous laisser une évaluation 5 étoiles, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, sur Deezer. Il n'y a pas encore les notations, on ne sait pas pourquoi. Si vous voulez, vous pouvez également nous retrouver sur YouTube. Maintenant, on met les épisodes également en vidéo si vous voulez voir nos têtes. Le mieux, c'est de nous écouter dans la voiture ou ailleurs comme d'habitude, parce que on n'a pas des physiques, on a plutôt des physiques de radio. Mais clairement, voilà, si vous voulez nous retrouver sur YouTube, on sait qu'il y en a qui aiment bien écouter les podcasts, les voir. Retrouvez-nous, et puis vous pouvez également nous retrouver sur Instagram où on va notamment vous partager les meilleurs moments des épisodes et où vous pouvez aussi nous contacter directement, notamment en DM. On essaye de répondre à tout le monde, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot, et si jamais vous avez besoin des coordonnées directes de Germain, on vous les transmettra aussi via Instagram. Merci à tous, merci Germain pour ta participation, ta deuxième. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Je vous dis à très vite et à la semaine prochaine. Merci. Ciao.